Une entreprise qui cherche à réformer le capitalisme, ça peut paraître paradoxal. Et pourtant, c'est exactement ce qu'a voulu faire un Américain, Yvon Chouinard, avec Patagonia. La marque vend des outils et vêtements outdoor haut de gamme avec un objectif, celui de respecter le plus possible la nature et la condition humaine. Ils avaient formulé leur mission en 1996, concevoir le meilleur produit possible sans causer aucun dommage inutile et utiliser l'entreprise pour inspirer et mettre en œuvre des solutions à la crise écologique. Yvon Chouinard avait tout prévu, sauf de devenir dirigeant. Avec cette mission, il s'est pourtant retrouvé à la tête d'un empire valorisé à 3 milliards de dollars en 2022. Depuis sa création dans les années 70, Patagonia a enchaîné les innovations en tout genre et atteint le top du top des produits durables. Mais à force d'un discours très vert, les retours ont parfois été intransigeants et Patagonia mise en face de ses contradictions. Bienvenue dans cette nouvelle saga où l'on va parler escalade, doudoune sans manches et usine au Sri Lanka. Je vous ai dit que la naissance de Patagonia avait eu lieu dans les années 70. Mais en fait, il faut remonter à la fin des années 50 pour bien comprendre son histoire pour le moins atypique. Initialement, Yvon Chouinard, le fondateur de Patagonia, n'est pas vraiment dans le business. C'est un passionné de nature et un alpiniste. C'est en escaladant une énième montagne en 1957 que lui vient son idée de génie. Il était peu convaincu par les cales qu'il avait entre les mains. Puisqu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même, il achète une forge qu'il installe chez ses parents, rien que ça, et confectionne lui-même son matériel de sécurité. D'abord pour lui, puis pour des amis, puis des amis d'amis. Au plus haut de sa productivité, il réussit à sortir jusqu'à 2 pitons par heure, qu'il vend 1,5 $ pièce. Autant dire qu'il ne roule pas sur l'or. Mais il décide quand même de prendre un camion, du matériel et parcourt la côte californienne pour le vendre. Au passage, il en profite pour s'adonner à une autre de ses passions, le surf. À mesure qu'il vadrouille, il se fait connaître et ses ventes augmentent. Il décide de s'associer à un ami grimpeur, Tom Frost, en 1965 pour se professionnaliser. Ensemble, ils fondent Chouinard Equipment, l'ancêtre de Patagonia. Heureusement qu'ils ont changé de nom. Parallèlement, Yvon Chouinard devient une star de l'alpinisme. Une notoriété qui l'aide à vendre ses outils. Et en une petite dizaine d'années, il passe de forgeron dilettante au plus grand fournisseur des États-Unis. C'est aussi à cette période que la première révélation écologique d'Yvon Chouinard arrive. Ses pitons abîment les rochers. Le drame. L'inventeur ne se laisse pas abattre. Il réfléchit et développe une alternative en aluminium qui peut se placer à la main. Cette technique permet d'éviter les coups de marteau qui abîment la roche. C'est un peu sa première action pro-nature. Un entrepreneur normal aurait dit bah, c'est l'essentiel de notre marché, on va pas arrêter ça. Elle, c'est Hélène Telon, fondatrice de Ginkgo 21 et professeure associée à l'école polytechnique. Elle est spécialisée dans l'éco-innovation. Et bien lui, il avait cet engagement éthique sincère et donc il a dit bah, tant pis, on arrête. Et puis on va chercher d'autres solutions. En 1972, la nouveauté est présentée dans le premier catalogue de la marque. Les mois qui suivent, la vente des pitons s'effondre alors que celle des cales en aluminium s'envole. Elle explose tellement que l'entreprise n'arrive pas à suivre la production. Et pourtant, c'est au même moment qu'Yvon Chouinard va avoir une idée, se lancer dans le textile. Le commerce des outils d'escalade, c'est bien, mais ça rapporte moins que les vêtements. Et c'est un voyage en Écosse qui lance Yvon Chouinard sur sa première aventure vestimentaire. Il s'équipe d'un maillot de rugby, et là, c'est la révélation. Encore une. Il se rend compte que le col du maillot qu'il vient d'acheter empêche son matériel d'escalade de lui entamer le cou. Il décide d'en faire produire. Seulement voilà, comme on vous l'a dit, Yvon Chouinard, c'est un... pas un businessman. La vente de ces nouveaux maillots de rugby, cagoules de pluie ou sacs de bivouac ne se passe pas comme prévu. Ils ont commencé à faire du textile, mais en fait ils n'ont pas fait fabriquer, ils ont acheté des polos type de rugbyman à Hong Kong. Et finalement, il y avait des gros problèmes de qualité. Et ça, alors ça leur a coûté cher. Et puis derrière, ça les a conduits d'une part à mettre en place des systèmes de contrôle de la qualité drastiques et qui sont toujours là puisqu'ils ont une culture de la qualité. Et ensuite, ils ont décidé d'établir des relations de long terme avec leurs fournisseurs. Ça peut être pénalisant parce qu'ils vont aller jusqu'à concevoir les tissus. C'est à peu près 2 fois plus long que leurs concurrents, 20 à 30% plus cher. Mais c'est plus qualitatif. Et ça leur permet aussi d'innover plus. Et dans le monde du tout jetable, Yvon Chouinard développe une vision opposée à celle du capitalisme.
concevoir des produits réparables. Et vous pouvez aussi, si le produit s'abîme, soit le réparer vous-même, ils vous fournissent des kits de réparation et des vidéos sur comment réparer, ou alors vous pouvez le renvoyer pour qu'on vous le répare. En parallèle, Patagonia mène des expérimentations sur les matériaux textiles. Elle améliore notamment le système dit des 3 couches qui permet aux randonneurs de mieux s'adapter aux conditions climatiques de la montagne. Jusqu'en 1991, la croissance est constante. Mais cette année-là, les États-Unis subissent une récession et Patagonia en pâtit. Les ventes stagnent et pour ne rien arranger, l'entreprise doit rembourser son crédit. Et à un moment, ils ont eu une très grosse déconvenue parce que ils avaient prévu 40% de croissance pour l'année 91 et il n'y a eu que 20%. Ça les a obligés à licencier 120 personnes et ça a été très douloureux. Cette douleur entraîne une grosse remise en question. Et à partir de là, ils ont pris beaucoup de recul par rapport à leur action. Ils ont lancé ce que Yvon Chouinard appelait des cours de philosophie. En fait, c'était des cours de réflexion sur le business. Et ils ont décidé de s'auto-limiter à 5% par an. Et si la demande était supérieure, ben tant pis, il n'y avait plus de produits dans les rayons. Patagonia en profite pour radicaliser ses engagements. Jusque dans les années 90, l'engagement de Patagonia existe, mais ses contours sont flous. L'entreprise a commencé à financer régulièrement des associations ou des groupes environnementaux dès le début des années 70. À partir de 1986, Patagonia passe à la vitesse supérieure. L'entreprise décide de reverser 10% de ses profits à des acteurs militants pour l'environnement. En 1996, elle fait évoluer le calcul, elle choisit la plus grosse somme, soit 10% de ses profits, soit 1% de son chiffre d'affaires. Et Chouinard veut faire de son idée un mouvement. En 2001, il lance l'association 1% pour la planète. Les entreprises qui la rejoignent s'engagent à verser 1% de leur chiffre d'affaires à des groupes environnementaux. Mais l'activisme chez Patagonia, ce n'est pas qu'une question d'argent. En 1994, la marque décide d'analyser le cycle de vie de 4 fibres textiles qu'elle utilise. Le coton, la laine, le polyester et le nylon. En faisant ça, elle veut comprendre lequel est le plus écologique. Vous pensiez que c'était le coton ? Eh bien non. Pourtant, eux aussi en étaient persuadés. Avec cette étude, Patagonia se rend compte que le bilan écologique de son coton conventionnel est très lourd. Alors, pour rester dans les clous de son ADN, elle s'intéresse à la culture bio. À l'époque, ça relève de l'avant-gardisme. Les prix de vente de ce coton sont supérieurs de 50 à 100% par rapport au coton classique. Malgré la peur de voir sa compétitivité baisser, Patagonia décide quand même de passer toute sa production en bio en 2 ans. Il y a ce côté radical aussi qu'on ne trouve pas ailleurs. Ils vont pas dire bon, on va y aller petit à petit. Ils font 100% parce que c'est trop toxique d'utiliser du coton classique. Les prix des produits augmentent finalement de 8%, mais la marque absorbe une partie du surcoût. Pour faire baisser ce coût de production et avoir un impact encore plus positif, Patagonia veut convertir ses collègues du milieu du textile. Ils sont allés voir Nike, ils sont allés voir Adidas, et Nike ils ont mis 5% de coton biologique dans leurs vêtements en coton. Voilà. Donc on voit que c'est pas du tout 100%, mais ça faisait des volumes bien plus importants que l'ensemble de Patagonia. Une initiative toujours d'actualité chez Nike aujourd'hui. La marque multiplie les initiatives pour réduire son empreinte carbone. Elle recycle des bouteilles pour réutiliser la matière, enlève l'emballage dans la vente de ses sous-vêtements. Chaque consommation de ressources naturelles est traquée. Patagonia essaie aussi de se tenir à l'écart de l'économie de la fast fashion. Il y a 2 collections par an, à l'automne et au printemps, et il y a une forte reconduction des modèles précédents d'année en année. En fait, ils disent que finalement, si on a confiance dans le produit, eh bien, il n'y a pas de raison de le remplacer. Et le fait de le remplacer, ça suppose que celui d'avant était moins bien, et peut-être que le client il va avoir envie d'acheter le dernier modèle. D'une collection à l'autre, tous les produits ne changent pas. Ce n'est le cas que quand il y a une innovation forte. Il faut que le produit soit costaud. Il doit durer toute la vie. Rien ne doit jamais se casser. Et ce qu'on ne vous a pas dit, c'est que si vous êtes fan de National Geographic, la chaîne YouTube de Patagonia, avec ses documentaires ultra shadés, est faite pour vous. Abonnez-vous aux échos au passage. Il y a énormément de vidéos et d'informations qui sont disponibles sur les sites de Patagonia. Je dis les sites parce que justement, il y a la version américaine, mais vous avez la version française. Et en version française, vous avez la française et la belge. Il y a des histoires qui sont localisées
locales et qui sont partagées comme ça sous des formats qui sont aujourd'hui très prisés. Depuis le début des années 2000, Patagonia est revenue en force. En 2005, la marque atteint 230 millions de dollars de chiffre d'affaires, mais il n'y a pas que ça. Au début des années 2010, les vêtements de randonnée sont à la mode en ville. Les citadins en mal d'exploration se mettent eux aussi à porter du Patagonia. Au sein de la Silicon Valley, la veste de l'entreprise éthique est portée par les pires requins du capital risque. Les stars ne sont pas en reste. Kendall Jenner et la mannequin Gigi Hadid ont toutes les deux leur polaire. Du coup, et c'est probablement inédit dans l'histoire d'une marque de vêtements, l'entreprise tente de freiner les ventes pour rester en adéquation avec ses valeurs. Elle se voit obligée de communiquer pour convaincre ses clients de n'acheter ses produits qu'en cas de nécessité. On vous laisse jeter un coup d'œil sur cette pub de 2011 diffusée dans les grands journaux américains pendant le Black Friday. Avec cette campagne de pub, Patagonia est au summum du paradoxe. Elle veut vendre et ne pas vendre à la fois. Elle se retrouve parfois prise à son propre piège de marque parfaite. En 2023, le collectif de journalistes Follow the Money découvre que l'entreprise fait appel à des fournisseurs qui exploitent des travailleuses textiles. D'après cette enquête, dans des usines au Sri Lanka ou au Vietnam où sont fabriqués la plupart des produits, les conditions de travail sont déplorables. Les employés peuvent travailler jusqu'à 80 heures par semaine et subiraient du harcèlement. Le collectif a également découvert que ces usines sont exploitées dans le même temps par des marques de fast fashion. Réaction de Patagonia, elle reconnaît les faits et admet pouvoir faire mieux. Mais cette enquête n'a pas vraiment terni l'image de Patagonia qui avait fait les gros titres un an auparavant pour une toute autre raison. En 2022, Yvon Chouinard se concerte avec sa femme et ses 2 enfants avec qui il possède l'entièreté de l'entreprise. À la surprise générale, dans une lettre devenue célèbre intitulée « La Terre est notre unique actionnaire », il annonce céder 100% de la marque à 2 ONG qui financent des actions pour la planète. Patagonia Purpose Trust et l'association à but non lucratif Holdfast Collective. Résultat des courses, chaque dollar qui n'est pas réinvesti dans Patagonia sera distribué en dividendes pour protéger la planète. On vous laisse méditer sur cette citation de Saint-Exupéry, chère à Yvon Chouinard. La perfection est atteinte non pas lorsqu'il n'y a plus rien à ajouter, mais lorsqu'il n'y a plus rien à retirer. Et là, qu'est-ce que tu fais? Je teste le système des 3 couches, vu que notre studio est hyper mal aéré. C'est bien, non? J'ai chaud. J'ai chaud.